Liberté sur LCI, 1 heure de décryptage, de décryptage sans tabou, de débat sans langue de bois, en toute liberté. En somme, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France, dans notre merveilleux pays, parfois si triste et si dévitalisé, puisque des zones d'activité économique ont déchiqueté le cœur de nos bourgs et de nos villages, broyé les petits commerces et les places de l'église. Et quand on les traverse, ces villes et ces villages, c'est à pleurer. Dans notre merveilleux pays, donc, on tombe parfois aussi sur des pépites, des artisans sincères et géniaux, des commerçants exigeants et passionnés. Et là, paf, on s'arrête, on hume, on discute, on hésite, on envie, on s'emballe, on pense à son régime et puis on n'y pense plus. On regarde les chocolats et les caramels d'Henri Leroux à Quiberon, les pâtisseries de la maison Guimard à La Flèche, les confitures de Christine Ferber à Niedermorschwick, les pompes à huile et le pain de Laurent Signoret à Saint-Paul-sur-Ubaye, les fruits confits de la maison Lilamant à Saint-Rémy-de-Provence, les potiveux lèches d'Eric Kicken à Godouersveld, oh celle-là je l'ai passée, on les regarde avec la langue et puis c'est tout, leur combat est le même, préserver le vrai, le lent, le singulier, le bon. Tant qu'il y aura des artisans qui mettent du cœur dans nos assiettes, la France aura toujours bon goût, ça n'arrive qu'en France. Quelle joie de vous retrouver les amis. Dominique Régnier, oui j'arrive par derrière, un peu comme le bel bien sûr, mettez-vous là. Je vous en prie. Joie de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. La rayonnante Queen Elisabeth Martichaud. Bonjour. Vous êtes vraiment éditorialiste politique LCI, mais ça tout le monde le sait. Christophe Barbier aussi, tout le monde sait que vous êtes Christophe Barbier, même sans les chats. Même si moi j'en doute parfois. Ben oui, mais ça c'est. Et qui Christophe Barbier Guillaume Audard, vous êtes grand reporter, chroniqueur international, et puis notre cher Dominique Régnier. Ça fait longtemps, vous nous avez manqué, Dominique. Vous êtes directeur général de la Fondapol et vous êtes évidemment l'éminent politologue que tout le monde connaît. On se sert pas mal de vos études de la Fondapol pour nourrir nos réflexions. J'en suis très heureux, ça sert à ça. C'est gratuitement accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est une activité étrange. La dernière fois, je voulais faire un sujet sur les HLM, c'était très bien. Et je vous ai appelé en vous disant envoyez-moi le truc. Vous m'avez pas répondu par charité chrétienne parce qu'effectivement, j'ai pu trouver le document sur votre site. Tout est en libre accès. Voilà. Hein, bah oui, c'était moi. Ça. Extrêmement documenté, extrêmement précise. Alors. Nous allons parler de ce triomphe à l'Assemblée nationale hier du Rassemblement national. Enfin, un triomphe. Vous allez nous expliquer, nous en parler, parce que le Rassemblement national s'est offert une victoire assez inédite. Sa proposition de résolution dénonçant l'accord franco-algérien de 1968 a été adoptée à une voix près. Écoutez Marine Le Pen. À une voix près, mais en démocratie, ça suffit. C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Cette résolution demandant la suppression de cette convention franco-algérienne de 68, nous la défendons depuis très longtemps. Nous considérons qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie le maintien de cette convention. C'est la première fois qu'un texte déposé par le Rassemblement national obtient une majorité au Parlement. Dominique, c'est quoi? Vous diriez que c'est un tremblement de terre logique? En fait, moi, je fais une lecture un peu différente de ce qui s'est passé. Je comprends qu'on mette l'accent sur... je vois vers l'Union des droites... Horizon, enfin des députés Horizon ont voté, des députés LR, et bien sûr le Rassemblement national. Mon sentiment, c'est que nous voyons apparaître comme un fait majoritaire la volonté de réguler beaucoup plus fermement les phénomènes migratoires. On peut vraiment le lire comme cela. Et deuxième aspect, c'est aussi une façon pour les députés et l'Assemblée nationale de dire qu'ils veulent reprendre la main sur la politique migratoire, parce que précisément, l'accord franco-algérien de 1968, ça il faut le dire parce que c'est très important, c'est un traité international entre la France et l'Algérie. On va y venir, précisément. Je veux juste préciser cet aspect-là. Ça relève donc du droit international, c'est donc supérieur à la loi, ce qui fait que le législateur français
a beau voter toutes les lois qu'il veut en matière d'immigration, ça ne concernera pas l'Algérie. Et l'Algérie, c'est la moitié du problème migratoire. Et donc, on peut voir, c'est une opération politique, évidemment, cette résolution adoptée par l'Assemblée nationale et réussie par Marine Le Pen, mais il me semble que l'aspect fondamental, c'est que nous voyons en France, comme d'ailleurs en Europe partout, y compris aux Pays-Bas, puisqu'on en parle depuis un peu plus depuis hier, la montée d'un fait majoritaire pour une régulation très stricte de l'immigration, ça suppose que le législateur ait ce pouvoir. En France, il ne l'a pas pour l'Algérie. Et c'est aussi ce que dit ce moment de l'Assemblée nationale d'hier. Christophe, vous faites cette même analyse de ce vote hier ? Pour moi, ce vote, il a un double sens. D'abord, en effet, le malaise des partis politiques vis-à-vis du problème migratoire, où il y a eu une sorte d'impuissance généralisée et où donc on cherche les solutions dans un bras de fer en plus particulièrement tendu avec l'Algérie du fait de l'affaire Boualem-Sansal, mais sans avoir l'impression... Et Christophe Glaise, mais sans avoir l'impression qu'on a quelque part la baguette magique. Parce que si on suspend cet accord de 68, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ? Le droit commun pour l'immigration des autres pays, ça n'empêchera pas une certaine immigration algérienne, ou bien le retour à ce qui se passait juste après 62 et qui était quasiment les portes ouvertes. Donc ça va quand même avoir une complication juridique. Oui, c'est-à-dire qu'on reviendrait aux accords d'Évian, c'est ça ? Et oui, on ne sait pas trop ce qui suivrait une suspension de l'accord. Mais ça a un autre sens. C'est que ce vote, il s'est fait comment ? D'abord à cause des absents. Par exemple, le groupe Renaissance, qui est pour la suspension, mais qui était contre le vote du texte et qui n'est pas venu voter. C'est-à-dire, attendez, vous nous expliquez qu'ils sont pour la suspension, mais qu'ils ne veulent pas être chopés en train de voter un texte RN. RN. Alors du coup, ils auraient dû venir massivement voter contre. Ils ne sont pas venus. Non. Donc vous voyez, ils ont quelque part l'anti-lepénisme honteux, en tout cas timide, en tout cas raté. Mais ça a montré par l'addition, le groupe républicain, le groupe Horizon, les présents qui étaient là, ça veut dire qu'on va vers l'union des droites. Parce que si on le fait sur la suspension de l'accord de 68, qui en effet a sans doute une majorité dans l'opinion, on peut le faire sur une majorité dans l'opinion. On peut le faire sur des tas d'autres thèmes où l'opinion donne raison au Rassemblement national sur le diagnostic, sans forcément être sûr que la solution lepéniste est la bonne. C'était la phrase de Fabius, Christophe. Oui, les mauvaises solutions aux vraies questions. Et c'est une vieille interview de 1984, donc 85. Mais ça allons plus loin. Imaginons un second tour de la présidentielle, Bardella-Mélenchon. Normalement, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, dans la foulée du vote d'hier, ils doivent appeler à voter massivement pour Bardella. Imaginons, c'est peut-être plus crédible que ce que je vous dépeins, une dissolution là dans les prochaines semaines et un RN qui arrive à 255 députés. Il en manque 34. Des bataillons venus de LR ou de Horizon devraient dire, bon, écoutez, on vient vous faire la pointe, mais on négocie le programme. Donc l'union des droites, l'union idéologique, l'union politique, l'union électorale me semble en marche. En tout cas, elle a fait un pas en avant. Ciotti, qui apparaissait comme un transfuge, voire un traître, apparaît comme un pionnier. Dans des votes comme celui-là. Elisabeth, vous êtes plutôt team Dominique ou team Christophe ? Quelle lecture vous avez ? C'est pas incompatible. Les deux. Oui, c'est pas du tout incompatible. Ils sont très complémentaires et évidemment très pertinents. Alors, ça n'est pas de la politique internationale qui a été débattu hier. C'est un enjeu, et les Français le perçoivent comme ça, un enjeu de politique intérieure. C'est adossé à un sentiment très fort des Français que nous ne maîtrisons pas notre politique migratoire. Pour dire les choses de façon extrêmement, triviale, basique, le sentiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Et c'est à cela aussi que, évidemment... mais Elisabeth, vous n'êtes pas timorée ou je sais pas quoi, c'est dans toute l'Europe, ça. Mais Dominique le rappelait. Parce qu'il peut y avoir, si vous voulez, des transcendances, si je puis dire, ou en tout cas des sujets de politique internationale qui transcendent un peu les frontières entre les partis. Souvent, LFI et le RN se retrouvent, par exemple, sur l'Europe, alors que les socialistes et LR se retrouvent aussi également sur l'Europe sur un point différent. Ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, elle a tendu un piège hier, qui a effectivement, confirmer la validation d'un processus en cours depuis quelques mois, quelques années, c'est-à-dire l'union des droites. Mais c'est aussi la fin du Front républicain. La moitié des députés LR d'Édouard Philippe qui votent pour le texte et un tiers seulement des députés attalistes, Gabriel Attal. Rappelez-vous Gabriel Attal, il a été le premier à enfourcher. Marine Le Pen ne passera pas, no passera aux dernières législatives post-dissolution. C'est lui qui avait animé ce front républicain qui a, entre guillemets, limité le nombre de députés RN à 126.
alors qu'il était crédité, rappelez-vous, après le premier tour, d'une majorité absolue. Ouais. Et donc, Gabriel Attal hier, effectivement, il n'a pas assumé le fait de faire passer ce texte. Lui-même était absent de l'hémicycle. Vous dites que c'est une petite... Donc, c'est dingue. C'est dingue. Et donc, le Front républicain est mort hier à l'Assemblée nationale. L'Union des droites est validée, mais elle existe déjà sur le terrain, l'Union des droites. Elle est validée au niveau national. Jusque-là, c'était plutôt local. Est-ce que c'est une surprise ? J'ai tendance à penser que tout ça est une confirmation d'une tendance très lourde qu'on voit à l'œuvre et qui s'est exprimée sur un sujet auquel les Français sont très sensibles. Très sensibles. C'est la question du respect d'abord de leurs droits et la question migratoire. Regardez ces photos de Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale. C'est vrai que vous dites qu'elle a tendu un piège. Je crois qu'on l'avait jamais vue aussi. Elle-même est surprise, et heureuse. Elle-même est surprise. À une voix près. Mais j'ai une question à poser précisément sur ce point-là, Anaïs, permettez-moi, à Dominique Régnier, puisque bon, on a vu Renaissance en effet. Ils se sont bouchés le nez. Ils avaient tourisme, ils avaient piscine. En tout cas, ils sont pas venus voter contre comme ils devaient le faire. En revanche, la droite classique et Horizon en particulier, Édouard Philippe a voté comme un seul homme en faveur de cette proposition qui a été faite. LR, hein. Non. Alors une grande partie. 26. Une grande partie, c'est vrai. Moitié. Mais la question que je voulais vous poser, Dominique Régnier, est-ce que la droite classique, elle a bien fait de ne pas tomber dans ce panneau et de voter en cohérence avec ses convictions ? Au contraire, elle s'est tirée une balle dans le pied parce que, un peu comme l'expliquaient et Christophe et Elisabeth, elle est en train de se diluer en fait dans quelque chose qui s'appellerait l'union des droites. Il me semble que la droite ne pouvait pas faire autrement que de voter le texte. J'imagine, j'ai pas d'informations, c'est pas comme ça que je travaille, mais j'imagine qu'ils se sont mis d'accord pour ne pas voter tous et avoir un petit peu les deux aspects de la carte. Mais ce serait suicidaire pour la droite de ne pas voter un tel texte. Et je pense que c'est suicidaire pour tous les partis qui ne l'ont pas voté. Et donc Renaissance en particulier ? La gauche. Oui, et la gauche surtout. La gauche qui s'est abstenue, ou bien a voté pour, mais en nombre suffisant, contre, mais en nombre insuffisant pour empêcher le passage. Vous mettez les macronistes à gauche ? Non, je parlais de la gauche. La gauche, le PS, etc. Mais même les écologistes, etc. Nous avons le seul pays d'Europe où la gauche, de manière homogène, rejette tout texte qui régule l'immigration ou qui favorise l'intégration. D'ailleurs, elle s'est mobilisée quelques minutes plus tard sur un deuxième texte RN pour établir le délit de séjour irrégulier. Ça avait été supprimé par Hollande. Et là, ils sont venus en masse voter contre et ils ont terminé en chantant la Marseillaise. Là, donc, ils ont bien montré le marqueur idéologique et que c'était pour eux d'être favorables à l'immigration et à la tolérance migratoire. Et c'est un vrai problème, même démocratique, parce que Elisabeth Martichoux le disait à raison, je trouve. La question migratoire, qui est toujours délicate à aborder, toujours sensible, toujours désagréable même à discuter, il n'en demeure pas moins que ça s'est constitué au fil des 3-4 dernières décennies, partout en Europe, comme un problème central qui préoccupe les opinions de droite comme de gauche, c'est ça qui est fascinant, et qui ne suscite aucune consultation nulle part des populations nationales. On a interrogé nulle part les Européens sur leur rapport à l'immigration. Et la seule façon pour les Européens, et les Français aussi, de dire ce qu'ils pensent de l'immigration, c'est de voter pour des partis populistes de droite, parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité. Et à partir de ce moment-là, le thème de l'immigration tombe du côté de la démagogie et de l'outrance. On ne peut plus en parler, donc on ne le règle pas, et ça s'enquise dans une société qui ne sait plus faire face à des difficultés. Alors que certains partis sociaux-démocrates en Europe ont pris le sujet en main. Au Danemark, à partir du moment où l'opinion perçoit qu'un gouvernement, quel qu'il soit, se saisit du sujet, ne se réfugie pas forcément, quoique... non, c'est certain. Non. Si on revient à cet accord, revenons quand même à la racine de la chose. 65% des Français estiment que la France manque de courage face à l'Algérie. Cet accord, c'est 6 ans après l'indépendance de l'Algérie. La France signe un accord censé faciliter la venue des travailleurs algériens, alors que le pays manque de bras. Mais c'est un peu un accord à sens unique qui a été, Dominique, révisé 3 fois. Pourquoi on ne revient pas sur cet accord et plus large, enfin, pourquoi on n'y est pas déjà revenu, d'ailleurs, puisque c'est une préoccupation majeure des Français, vous le rappeliez, et plus largement, on a l'impression que la France est faible
vis-à-vis de l'Algérie, que ce soit sur le cas Boualem Sansal, sur le cas des OQTF qu'ils ne veulent pas reprendre, etc. Mais la France est très faible, et c'est indiscutable dans cette relation. C'est très étonnant. Écoutez, au terme de ces accords, on ne peut pas refuser un titre de séjour à un Algérien, même quand il représente, entre guillemets, c'est la formule, une menace pour l'ordre public. Mais attends, c'était le cas de l'attentat de Mulhouse, Guillaume. Absolument, à Mulhouse. Voilà. L'Algérie refuse, on le sait, les laissez-passer consulaires qu'elle doit produire pour que nous puissions expulser vers ce pays les délinquants, les criminels, etc. Elle refuse. Il n'y a aucun texte équivalent qui aiderait les Français à s'installer en Algérie pour le travail, etc. C'est totalement asymétrique. Nous sommes en Algérie traités de la même manière que les Allemands, les Italiens ou les Américains ou les autres. Il n'y a pas de miroir, si vous voulez. Les mariages blancs sont très contrôlés en tout cas sont contrôlés, prévus par un texte en tout cas pour toutes les nationalités, sauf pour les Algériens. Ils n'ont même pas obligation, et ça c'est récent, le texte de 2024 qui fait obligation de vérifier l'intégration républicaine des arrivants, l'adhésion aux valeurs, à la maîtrise du français, l'Algérie en est exceptée, tout est comme cela. On peut, quand on est étudiant algérien, venir en France s'installer et ne pas repartir parce qu'on a la possibilité de s'inscrire au registre du commerce, on devient commerçant aussitôt, donc on peut demander un titre de séjour et on l'obtient. Enfin, c'est totalement ouvert, en réalité, quoi qu'on en dise. Et donc, le résultat, c'est que nous avons à peu près 1 million de ressortissants algériens en France, sur lesquels nous n'avons pas prise du tout. Et à tout point de vue, c'est pas compréhensible par l'opinion, c'est pas raisonnable du point de vue de la gestion de l'ordre public non plus. Les Algériens, c'est la première communauté immigrée en France, c'est presque 12,5%. C'est-à-dire, vous le dites, 3 millions de personnes d'origine algérienne, c'est ça ? Oui, mais 1 million d'Algériens en France. D'accord, ouais. Parce que ou d'origine, moi. Voilà, enfin, d'origine, c'est plus important, le nom, bien sûr, mais vous avez raison. Mais si on prend spécifiquement le cas, quand même, qu'un pays est un pouvoir de régulation sur les étrangers qui vivent sur le territoire national, c'est la nécessité même. Et bien, nous n'avons pratiquement aucun pouvoir sur le million d'Algériens donc, qui vivent en France. Et cet accord nous coûte de l'argent en plus. Hein. D'après le rapport des parlementaires qui a été récemment établi, ça coûte 2 milliards d'euros, mais ils disent, moi je suis sûr que c'est plutôt vers là qu'il faudrait voir, ils disent que c'est en réalité beaucoup plus élevé. On a des difficultés à évaluer. Les administrations ne donnent pas les chiffres. On ne sait même pas, par exemple, et pas simplement pour les Algériens, mais c'est un autre sujet, on ne sait même pas le coût sur le plan de la santé. Il y a un texte de 2001 qui permet, comme on dit, aux élites algériennes, en fait, les oligarques, les apparatchiks, de venir en France comme ils le veulent, d'avoir un titre de séjour pour se faire soigner en France. Bon, quel est le coût précis ? C'est incroyable. Pourrait-on savoir cela ? Mais c'est incompréhensible, en fait. En fonction du pays d'origine. Voilà. Donc on sait combien coûte l'AME, par exemple, et on ne sait pas à qui il profite le plus. Vous voyez, Elisabeth, on collecte l'information en France à partir de la pathologie. Mais on ne pourrait pas le faire en intégrant la question de savoir si la personne qui se fait soigner en France est résidente en France, nationale ou pas. Enfin, ça n'est pas fermé aux personnes issues de l'immigration. C'est bien normal, elles deviennent françaises. Mais que les étrangers, et il n'y a pas que les Algériens, on trouve même des Japonais, des Américains, enfin ça c'est une autre histoire dont il faudra parler une autre fois, mais il y a un vrai problème sur l'accès aux soins en France à la charge du contribuable. Si on revient au problème de l'Algérie, on a mis pourquoi est-on si faible ? Parce que c'est ce sentiment qu'on a quand on ne connaît pas bien le dossier, Dominique vient de rappeler. Pourquoi est-on si faible, Christophe ? Et parce qu'on porte le poids de la culpabilité. Arrêtez avec ça. Je vous Non, mais on n'est pas assez. On dirait la révocation de l'Édit de Nantes. Vous avez place Victor Hugo à Paris, il y a un rond-point, puis il y a des rues qui partent. Puis il y a une rue qui est baptisée d'un nom de quelqu'un qui était sans doute remarquable, et en dessous c'est marqué anciennement avenue Bugeaud. On l'a débaptisé. Parce que Bugeaud, c'est celui qui a conquis l'Algérie, avec des méthodes d'une brutalité insigne. Vous voyez, on a intégré cela. Et on sait bien que le procès de la colonisation, il n'est pas terminé. Et il y a en effet une rente mémorielle pour le pouvoir algérien à dire, la France nous doit. Puisque la France, de 1830 à 1962, nous a exploités, nous a colonisés. Donc on est encore dans ce rapport-là. Il y a un deuxième dossier qui pèse aussi beaucoup, ça c'est plus logique, c'est le dossier du Sud marocain. Nous avons reconnu la souveraineté du Sud Maroc sur, une dernière note aussi de la Fondapol, sur ce sujet. En ce moment, ça bouge. C'est-à-dire qu'il
paraît, d'après les diplomates, que même les Algériens commencent à évoluer et peut-être qu'on va aboutir à une détente sur ce sujet-là. Et Guillaume, il y a une question diplomatique de cette note qui est éditée par la Fondation pour l'innovation politique, dont Dominique Régnier est le directeur général, qui questionne la théorie de l'infraction marocaine sur en fait, sa souveraineté sur le Sahara occidental. Non, mais simplement des chiffres un peu pour raisonner. En 2024, et ça sont des chiffres qui sont donnés par Didier Lesky, qui est le directeur général, comme on le sait, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, 140 000 au QTF. On va voir un petit panneau qu'on a préparé avec Pierre Beherech. 30 000 ressortissants algériens sont au QTF en 2024. 3 000 ont été repris par l'Algérie et certains ne le sont pas, comme l'auteur de l'attentat de 2025 à Mulhouse. Il faut comprendre en réalité que cette question et cette crispation entre Paris et Alger, en réalité, elle repose sur trois piliers. Trois piliers, lesquels sont-ils? Le sort de Boualem Sansal, dont on a parlé le 16 novembre prochain, ça fera 1 an qu'il a été arrêté à Alger. Parmi les 30 000 Algériens au QTF, la reprise de ces fameux 3 000 ou non, en tout cas les éléments les plus dangereux, et puis également la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste, c'est extrêmement sensible, elle est qualifiée de vitale par les deux pays. L'Algérie, elle est frontalière d'un pays qui s'appelle le Mali. En ce moment, le Mali est aux mains d'un groupe djihadiste qui s'appelle le JNIM, qui contrôle tout le Mali sauf Bamako. Les frontières entre l'Algérie et le Mali, elles sont très poreuses. Et depuis l'Algérie jusqu'à la France, il n'y a que la Méditerranée, dans les conditions qu'on sait, à traverser. Voilà ce qui explique aussi cette relation un peu conciliante, mais qui permet également d'apporter sur la table quelques éléments propres à notre réflexion. Pourquoi la France est-elle aussi faible? Je ne sais pas, mais ça repose sur des piliers. La coopération antiterroriste. Est-ce que cette ligne, et c'est la question que je voudrais vous poser, Dominique Régnier, Macron-Barrot, elle a un peu échoué. Boualem Sansal est en prison, Christophe Glaise également. Et en réalité, les ressortissants les plus dangereux ne sont pas forcément repris, confère l'attentat de Mulhouse. Oui, je trouve que c'est un échec, et c'est un peu... Ce qui est étonnant, c'est qu'on a pu avoir le sentiment, je ne sais pas s'il est partagé ici, mais on a pu avoir le sentiment que le président Macron, à un moment donné, a hésité et a envisagé une ligne plus dure, plus ferme. Et ça correspondait à la fois à la nécessité de rééquilibrer cette relation très inégale, et d'autre part, à donner raison, à faire droit, en tout cas, aux préoccupations de son pays, la France. Et puis, à nouveau, il est parti du côté très... au fond, très relâché, je dirais très complaisant avec le régime algérien. Il faut distinguer ici, Anaïs Bouton, parce qu'il faut quand même le dire, le problème c'est le régime algérien, c'est pas les Algériens ni ce pays qu'est l'Algérie, hein. Parce que c'est vrai qu'on va vite dans les énoncés, mais le problème, c'est le pouvoir algérien, qui est un pouvoir oligarchique, corrompu, autoritaire, et qui joue avec la question migratoire. C'est une arme, l'immigration. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie a des relations plus qu'étroites avec Moscou et Poutine. Oui. Dont Poutine, Tebboune est un admirateur de Poutine, il l'a dit publiquement, aux côtés de Poutine à Moscou. Il l'a présenté comme un sauveur de l'humanité, dans des termes géographiques ridicules et surtout inquiétants. Donc il y a quand même cette espèce de jeu que fait l'Algérie à travers l'arme migratoire qu'utilisent aussi les Russes de leur côté pour nous affaiblir. C'est de la géopolitique, et c'est un peu le Grand Sud contre nous aussi, cette immigration. C'est la raison pour laquelle il faut en particulier réguler beaucoup plus fermement l'immigration, y compris algérienne, et intégrer plus fortement. Intégrer plus fortement. Bon, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais c'est vraiment un dossier incroyable, je trouve, dans ce qu'il dit de nos faiblesses quand même, hein, et de nos... Enfin bref, Christophe. Non, mais c'est sûr. Un rapport de force qui est au désavantage, en tout cas pour le moment, de la France. Ah oui. Ils nous tiennent par les oreilles. Enfin, ils nous tiennent. Voilà. Les oreilles. À la une 2. Alors, ce matin, Olivier Faure était chez nos confrères de RTL, je crois. On l'écoute. Nous avons apporté nos propres réponses. Nous avons dit, cet axe Zuckman. Et ce que j'entends, c'est que l'extrême droite, qui l'an passé s'était abstenue et qui a complètement changé d'avis, qui désormais défend les milliardaires plutôt que la classe ouvrière. Ça veut dire que vous dites, l'extrême droite ayant changé d'avis, cette taxe Zuckman, vraisemblablement, ne sera pas votée. S'il n'y a pas la taxe Zuckman, vous dites, il faut en remplacement de l'argent. Pourquoi pas les deux pistes que vous évoquez, c'est l'héritage et l'ISF. Ce que je veux, c'est que cet argent, il soit prélevé sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises, et qu'on n'ait pas... Moi, je ne veux pas qu'on fasse en sorte que ce soit les classes populaires qui payent l'impôt des milliardaires.
Alors, Laszlo Jalabert, vous êtes à l'Assemblée. De quoi parle Olivier Faure, selon vous ? Alors, une des mesures qui pourrait remplacer la taxe Zuckman, c'est ce qu'on appelle la taxation sur les holdings familiales. Concrètement, c'est quoi ? L'idée, c'est de taxer à hauteur de 2% les holdings détenant plus de 5 millions d'euros d'actifs. C'est un peu technique, je vous l'accorde, mais une holding, c'est quoi ? C'est ce qui permet en général de gérer les patrimoines de très grosses fortunes. L'avantage de ces holdings, c'est que souvent les dividendes versés sont faiblement taxés, et c'est une des pistes qui avait été envisagée par Bercy pour justement récupérer cet argent. Donc en taxant ces holdings, le gouvernement souhaiterait récupérer entre 900 millions et 2,5 milliards d'euros. C'est donc une des pistes probables pour remplacer la taxe Zuckman qui, on s'accorde à le dire, risque très difficilement de passer puisque la majorité des députés sont contre. Merci beaucoup, Laszlo Jalabert. Alors, c'est une journée décisive pour le budget, Dominique Régnier. Il va passer le budget. On a vu ici toute la semaine le taxotron, c'est-à-dire ce concours l'épine des taxes. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait ? Ce qui est très frappant, je pense qu'on l'aura remarqué, c'est que nous avons un débat sur le déficit et comment le réduire. Et nous sommes passés à un débat sur la justice fiscale. Ce sont en fait deux choses différentes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à un moment donné une relation entre les deux, mais ce sont quand même deux choses différentes. Notre principal problème aujourd'hui, c'est pas l'injustice fiscale. On est le pays le plus égalitaire du monde développé. Et le plus redistributif. Le plus redistributif, c'est très très démontré, on ne peut pas le nier. Et 57% des ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu, il faut aussi rappeler cela. Mais nous avons en revanche 175 milliards d'euros de déficit, donc un excédent de dépenses sur les recettes de 175 milliards. Quand on dit cela, il est évident qu'on ne va pas régler le problème en augmentant les impôts. On pourrait le dire, non pas au nom de la justice, mais au nom de l'efficacité, en disant, écoutez, trouvons l'argent du côté des prélèvements pour réduire le déficit. Il faut donc, on va dire, allez, la moitié, on n'aura pas supprimé le déficit, mais réduisons-le de moitié, 80 milliards d'impôts en plus, c'est pas possible, l'économie s'effondre. On sait très bien que c'est pas là que ça se passe. Or, si on déplace le sujet vers la justice fiscale, alors d'abord, c'est une victoire pour la gauche, c'est plutôt bien pour la gauche d'arriver à cela, mais ça ne résout absolument pas le problème du déficit, et je crois que ça fait peser sur la France une sorte de pression sur sa réputation de pays décidément tout à fait à contre-pied de la marche du monde, de la globalisation, de la compétitivité, des big tech, etc. On apparaît vraiment comme perdu pour ce 21e siècle. Il faut faire attention. Les coûts portés à notre économie par nous-mêmes deviennent à un moment donné presque irrécupérables. C'était la partie recette. Juste pour atténuer un tout petit peu ce que vous dites, oui. On était dans la partie recette, donc forcément on ne parlait pas encore des dépenses. La partie dépenses va arriver, et là, ceux qui veulent un virage assez rigoureux, effectivement, seront très attentifs. Mais là, on n'a parlé que des taxes, parce qu'on parlait des recettes. Vous avez raison, Elisabeth Martichoux. Mais ça n'enlève pas le fait que tout d'un coup, après qu'on a beaucoup parlé du déficit, tout d'un coup, on n'a plus parlé que de la taxe Zuckman et de la suspension de la réforme des retraites. Ça a complètement saturé le débat depuis la fin août et tout le mois de septembre. Je suis d'accord avec vous. On l'a abordé sous l'angle de la justice. Donc, on va aborder la partie recettes. Sur la partie de la justice, sur la justice aussi, la réduction donc des dépenses, pour éviter de couper des dépenses. Voilà, je pense qu'on aura la même difficulté. C'est très important ce point-là, parce que si vous votez la partie dépenses avant la partie recettes, vous n'avez pas du tout le même esprit. Vous parlez de la baisse des dépenses d'abord, puisqu'on dépense trop, puis après vous trouvez les recettes nécessaires. Sauf que c'est anticonstitutionnel. Le budget de 1980 a été annulé par le Conseil constitutionnel à cause de ça, une inversion de vote. On doit d'abord faire les recettes, donc on parle d'abord des impôts. Et ce côté à l'envers, à rebours, rejoint ce que disait Dominique. C'est-à-dire qu'on est à rebours de la marche du monde. C'est complètement illogique. D'abord, on décide ce que l'État prélève sur la masse des contribuables, et ensuite, l'État décide ce qu'il en fait. La justice, la défense, l'éducation, etc. Ça peut se défendre aussi. Ça peut s'expliquer. Ouais. Sauf que, pourquoi les socialistes veulent une taxe Zuckman, ou bien une taxe sur les holdings, ou un impôt sur les hauts patrimoines? C'est juste pour dégager assez d'argent garanti afin de pouvoir dire dans quelques jours, ah non, on ne supprime pas les APL, c'est financé. Voilà. Ah non, on ne supprime pas telle dépense, c'est financé. Donc c'est peut-être pour ça que je suis toujours à découvert, en fait. Je fais le vin l'inverse, moi. Oui, vous dépensez d'abord et après vous dites comment je peux gagner pour boucher le trou. Quoi. C'est ça. Voilà. Oui, ça. Sauf que votre banquier
il vient vous voir si vous êtes à découvert. La France, elle creuse sa dette et elle trouve sur les marchés des liquidités. Elle a besoin de 300 milliards, elle les trouve. Alors elle les trouve à des taux plus élevés maintenant, mais elle les trouve. Donc on est dans quelque chose qui fonctionne vraiment à l'envers. Et on n'arrive pas à se remettre d'aplomb, notamment... Le pays France fonctionne à rebours des autres pays européens sur la retraite, à rebours du monde sur la fiscalité et sa finalité. Ça, c'est un véritable handicap dans un monde mondialisé. Ah, si on était dans un pays qui se referme sur lui-même, si on était dans les années 1850 ou même 1950, on y arriverait peut-être, mais on ne démondialisera pas le monde. J'ajoute juste qu'à l'Assemblée, on a complètement oublié que l'enjeu, c'était d'avoir un budget en 2026. On a parlé de la taxe Zuckman, on parle de la subvention des retraites. On oublie que les Français, ce qu'ils veulent, c'est un peu de stabilité et donc un budget. Il n'en est absolument plus question. Chacun est sur ses positions partisanes. Et on pourrait dire, écoutez, on prend un budget, et puis les grosses questions, là, on l'a dit déjà sur ce plateau, on les tranche à la présidentielle, c'est dans quelques mois. Eh ben, pas du tout. C'est maintenant, tout de suite, que chacun veut sa victoire, son scalp. Et ça pourrit, ça dénature un débat que les Français voudraient apaiser. Chacun veut son petit drapeau. Voilà. Et dans le budget, tel qu'il finira bien quand même par arriver au vote, il y aura des petits drapeaux pour chacun. Mais il y aura quand même des drapeaux des adversaires. Donc la plupart des groupes vont dire « Ah non, je peux pas voter la totalité du budget. J'ai eu mes amendements, mais la totalité, ça me va pas. » Donc on risque de se retrouver avec un budget rejeté, donc des ordonnances ou une loi de finances spéciale, à cause de ça. À moins, et j'en ferai volontiers le pari, à moins que les socialistes, à la fin, disent au Premier ministre « Écoute, on a besoin de ce budget parce que dedans, il y a toutes nos victoires. Allez, vas-y, fais-nous un 49.3. On t'autorise. » Non. Ah, j'adorerais. Que le PS dise à Le Cornu... Ça, c'est le dramaturge qui parle. 49.3, bien, on va t'autoriser à le faire. Évidemment, il y aura une motion de censure. Nous ne la voterons pas. Comme ça, la France aura son budget par un 49.3 doux. Vous voyez, un 49.3, si j'ose dire, émasculé, pas agressif, négocié, toléré, autorisé, à blanc, autorisé par les oppositions. Parce que les socialistes ont mis le doigt dans la prise. Ils ont commencé à négocier. C'est très difficile pour eux de reculer. Donc, ils peuvent prendre n'importe quel chemin pour... Enfin, pas n'importe lequel, s'il faut les 15 milliards. Mais le 49.3, si le compte y est, c'est une hypothèse. Ils y viendront. Parce que s'il y a une censure et une dissolution, LFI va dire, regardez, les cocutes socialistes, on leur avait dit depuis le début, on a perdu 3 mois, ils sont vraiment nuls. Vous croyez que c'est en conclusion, Dominique, vite fait, là, ça me paraît une possibilité, vraiment. Oui, ah ouais ? Oui, d'autant plus que le Parti socialiste s'est mis quand même dans l'embarras. Il a réussi au départ à capter quasiment toute la gauche, au détriment même de LFI, en ayant le lead sur la question, enfin le leadership sur la question fiscale. Et puis là, il est rattrapé et dépassé par la gauche. Donc il a besoin de trouver un point d'atterrissage. Merci beaucoup, Dominique Régnier, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. J'espère qu'on vous revoit bientôt. Passez un excellent week-end. Allez. Ça c'est fait, c'est expédié. Voilà, ça s'en va et ça revient, comme dit le poète sur le plateau, dans toute liberté. On accueille maintenant... François, le poète. Mais bien sûr. C'est un poète. Ça revient. Ouais. Bonjour Philippe Godin. Bonjour. Vous êtes une figure familière des amis de LCI, puisque vous présentez une émission qui s'appelle Histoire criminelle le dimanche. Excellente émission, très regardée. Et vous êtes aussi l'auteur de La Fabrique du mensonge criminel. Alors figurez-vous qu'on avait envie de faire un petit pas de côté dans cette partie de notre émission, parce qu'on est à l'aube d'Halloween et qu'on n'en peut plus du budget de la taxe Zuckman. On va changer de sujet. Oui, on va changer de sujet et ça va nous faire du bien. On s'est demandé pourquoi. Alors là, on va parler de monstres et de trucs qui font peur et de morts et tout ça. Et ça nous a pas ricoché, hein, vraiment, on a l'esprit d'escalier. On s'est demandé pourquoi on avait tant parlé de l'affaire Daval et surtout là de l'affaire comment il s'appelle, le Jubilard. Et pourquoi ça nous fascinait autant les faits divers. Donc, on a appelé un spécialiste et vous allez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça dit de nous, cette fascination des faits divers. Je pense que, ça, on l'a tous, il y a une forme d'identification. Quand vous voyez le visage du petit Émile, quand vous voyez Alexia Daval, quand vous projetez, vous vous dites ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être ma queen. Donc, il y a un phénomène d'identification. Puis, il y a quelque chose pour moi de plus profond que j'explore notamment dans ce livre, c'est notre propre part d'humanité. C'est-à-dire que dans chaque affaire criminelle, on joue avec les limites de l'humain. Jusqu'où je serais capable d'aller. Quand on parle du mensonge criminel, par exemple, quand on est gamin, on ment tous.
Parfois même, ça nous arrive quand on est adulte. On joue un peu avec la limite, non, jamais. On fait un petit mensonge parce que, ou par omission, ou parce que ça nous arrange, ça nous facilite la vie, ça permet de finalement simplifier un peu notre vie. Et quand on fait ça, on sait qu'on joue avec le mal. On sait qu'on joue avec quelque chose au fond de nous qui est immoral, mais qui nous arrange. Eh bien, il y a un peu de ça dans l'affaire criminelle. Vous allez tester vos limites extrêmes. Alors, vous n'iriez pas jusqu'à tuer quelqu'un si vous êtes à peu près normalement constitué, mais vous allez tester ce qui, au fond de vous-même, est une part de l'humain. Comment un humain peut tuer ? Comment un humain peut mentir à ce point ? Manipuler, parce qu'on est aussi manipulé. Vous parliez d'Alexia Daval. Mais quand on décortique le mensonge de Jonathan Daval... Ah, on a les images quand il pleure, là, c'est fascinant. Quand il marche. Mais il nous manipule à ce moment-là. On se laisse manipuler par le criminel. Mais de ce point de vue-là, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les criminels nous tendent un miroir. Oui. En réalité, personne n'est un monstre, même pas les criminels, sauf qu'on bascule ou du côté obscur ou alors du côté lumineux. Exactement. Et vous parliez du mensonge. Et j'ai une question vraiment très précise de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui est le plus insupportable selon vous ? C'est le crime commis par le criminel ou le mensonge du criminel à propos de son crime ? C'est une excellente question. Je pense que le livre, il est venu de cette idée-là. Après l'affaire Jonathan Daval, j'ai rencontré plusieurs fois les parents d'Alexia Daval et c'est des gens admirables de dignité, de courage, enfin ils ont beaucoup fait. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que le mensonge était presque pire que le meurtre d'Alexia, qui évidemment est abominable, insurmontable. Le fait qu'il longtemps qu'il ait même accusé son beau-frère de l'avoir sa vie, exactement, la vie de Jonathan Daval après avoir tué Alexia, c'est d'abord pendant 3 mois vivre chez ses beaux-parents, prendre la place sur le canapé entre son beau-père et sa belle-mère comme s'il était Alexia. Une maman, la maman d'Alexia, qui va lui faire ses petits plats préférés, qui lui fait des petits doggy bags tous les soirs en lui disant il faut que tu manges parce qu'il faut que tu te remettes parce que je vois bien à quel point tu es malheureux comme nous. Ensuite, il va aller, comme vous le disiez Elisabeth, jusqu'à raconter n'importe quoi, l'idée du complot familial, que ce serait son beau-frère et ses beaux-parents qui auraient tué Alexia et on aurait couvert tout ça. C'est-à-dire que la mère qui a perdu sa fille, en plus, elle se retrouve à un moment accusée par Jonathan Daval. À ce moment-là, le mensonge, il est pire que le crime lui-même. Ouais. Il vient parachever le crime. Ah oui, en fait. c'est horrible. C'est un crime au carré, c'est un monstre au carré. Mais il y a des histoires. Regardez l'histoire Jubilard. Il y a une histoire récente là dont on a parlé ensemble d'une femme qui a disparu. Oui. Laure Zakello. On n'en a pas autant parlé. Qu'est-ce qu'il a, Jubilard ? Pourquoi on se focalise sur Jubilard ? Est-ce que c'est les médias, Elisabeth, qui s'acharnent sur Jubilard et Jubilard, c'est la personnalité du criminel. Enfin, je parle sous le contrôle de Philippe Gonin. C'est une histoire extraordinaire. Alors, de loin, ça apparaît comme un crime épouvantable. Non pas un féminicide, mais vraiment... Oui, mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Enfin, au-delà de ça, ça peut paraître maladroit, mais le féminicide, c'est un homme qui frappe une femme et qui va jusqu'au bout. C'est en général ça le processus. Jonathan Daval, c'est pas exactement ça le processus. Jubilard, vous voulez dire. Jubilard, pardon. Oui. Jubilard. Ouais. Mais non, c'est la personnalité, je crois, et tout ce qui entoure l'arrestation. Le mystère du corps qu'on ne retrouve pas. C'est extraordinaire. Les vraies fausses confidences. Il a alimenté un feuilleton. Cédric Jubilard lui-même. Ses avocats auraient préféré des fois qu'il se taise. Lui, il a alimenté tout un feuilleton en faisant ses vraies fausses confidences, en jouant l'arrogance, en étant... Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que ces criminels menteurs, ils s'exposent. Et ils en jouent, et c'est là qu'ils nous manipulent. C'est le narcissisme propre au criminel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer chacun de ces mensonges. Moi, une des affaires, on en a parlé hier, qui m'a le plus interpellé, en me replongeant dedans, c'est Marc de Meulemester. Marc de Meulemester, on est en 1995, Gonehem, Pas-de-Calais. Affaire qu'on a un peu oubliée quand je vois vos têtes, Elisabeth. Un peu oubliée. Regarde. Marc de Meulemester, et je vous la fais vite, il se met avec une femme. Cette femme a eu un premier enfant d'un premier mariage. Tout va très bien. Et puis un jour, le fils, Antoine, donc le fils de ce premier mariage, disparaît. Bon, que va faire Marc de Meulemester ? Il va se lancer corps et âme dans la recherche de son beau-fils. Il va transformer son bureau dans sa maison avec des cartes IGPN un peu partout. Il va prendre des petits fils rouges, il va tracer pour faire des zones de recherche avec les gendarmes, avec la mairie. Il va organiser des battues partout. Pendant 1 an, il fait des affiches, il va les coller sur les voitures, il fait tout ce qui est possible de faire, tous les médias possibles et inimaginables. Sauf que, entre 2 battues, il fait quoi ? Il va chez Brico Dépôt. Chez Brico Dépôt, il achète des parpaings, les parpaings avec lesquels on construit des maisons.
Et en fait, avec ses parpaings, il va lester le corps d'Antoine qu'il a plongé dans un cours d'eau. Entre deux battues. Non, 41 fois, il est allé acheter des parpaings. Quand les plongeurs vont aller dans l'eau, une fois qu'il aura dit où est le corps, pour chercher le corps d'Antoine, on a ces images, elles sont terrifiantes. Le plongeur, il plonge, on se dit, il va remonter le corps. Il remonte 1 parpaing. Il replonge. Il remonte 2 parpaings. Il replonge 3. 41 parpaings remontés avant de dégager le corps d'Antoine. Il voulait être sûr que le corps ne remonte pas à la surface. Et il faisait ça tranquillement entre 2 battues. Ouais. C'est dingue. Ce qui nous fascine à travers ces menteurs incroyables, c'est aussi quelque part le mythe du crime parfait. Oui. Quand vous voyez le film L'affaire Von Bülow, c'est quoi ? C'est une immense enquête où on soupçonne le mari jusqu'au bout d'avoir fait la piqûre qui tue sa femme. On n'arrive pas à le prouver. Donc, est-ce que c'est pas le crime parfait qui se cache derrière le menteur absolu ? Mais là, Marc de Meulemester, il avait quasiment réussi le crime parfait. Il finit par parler parce qu'à un moment, on le réécoute, on l'entend, on le fait parler. Puis à un moment, ça sort. Mais il y a plein d'histoires de crimes parfaits. C'est ça qui est terrible. Et dans l'affaire Daval, je crois que c'est la mère, exactement, qui, dans le cadre d'une confrontation, prend le criminel dans ses bras et c'est ça qui le fait craquer, alors que ça fait des mois qu'il manipule. Elle joue, elle aussi, sur l'émotion. C'est-à-dire que dans le bureau de juge, elle va lui montrer la photo du petit chat, Happy, la photo d'Alexia, de Jonathan et du chat Happy. Ouais, je vous fais une transition, vous avez vu un peu. Et la photo du chat Happy va faire craquer Jonathan parce qu'à un moment, on le reconsidère comme un humain. Et c'est la seule, vous savez, quand elle rentre dans le bureau du juge, c'est la seule qui va dire bonjour à Jonathan. Tous les autres de la famille ne diront pas bonjour. Elle arrive et elle lui dit bonjour. Et donc, tout d'un coup, elle lui redonne une petite part d'humanité. Ouais. Et il va dire, il y a un moment, je peux plus mentir autant. Mais Jonathan Daval, il a été mangé, avalé par son mensonge. Il y en a qui ont programmé, préparé. Il y a Cécile Bourgeon, c'est une comédienne. Cécile Bourgeon, quand elle tue sa fille, c'est une comédienne. On vous écouterait des heures. Ah oui, alors mais on va plutôt vraiment. Merci beaucoup et merci pour la transition du chat parce que dans un instant, on parle de ce chat qui a pris une amende de 1 250 €. Il s'appelle Rémi. Rémi le chat, dans le carton rouge. Il les raconte bien les histoires. Oui, il les raconte. Magnifique. À tout de suite. Le crime parfait est un art. Le crime parfait est un art. Allez, c'est l'heure de notre carton rouge. Mais regardez cette photo, mais qui c'est ? Mais regardez la photo, hein ? C'est Rémi. Mais c'est Rémi et Dominique. Dodo et Rémi. Oh, excellent, Guillaume. Dominique, Rémi et Dominique. Elle a été condamnée. Alors Dominique, c'est la maîtresse. Hein. Rémi, c'est le chat. Rémi n'est pas sans famille. Oh là là, Rémi n'est pas sans famille, mais bien sûr, c'est un palmarès. Elle a été condamnée, Dominique, à 1 250 € parce que son chat allait chez son voisin. C'est une histoire incroyable que nous relate le Parisien et qui pose, je vois déjà vos souvenirs goguenards, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes parce que vous ne le savez pas. Vous, qui sur ce plateau a un animal de compagnie ? Vous ? Ben oui, moi bien sûr. Et Peter and Preston. Je comprends très bien ce que peut vivre Dominique parce que je suis folle des animaux, comme beaucoup de Français. Hein. Il y a des masses de Français qui ont des animaux de compagnie. Ils sont, je crois, 64% des Français à avoir des animaux de compagnie. Ça fait vraiment, c'est quelque chose de très important dans la vie des Français. Et là, le fait que le chat ne puisse plus aller se promener, parce qu'un chat c'est un animal territorial, autour de sa maison, qu'il soit contraint de rester dans sa maison parce que sinon elle prend en plus 30 € d'astreinte quand il sort, le Rémi. Hein ? Mais oui. Mais oui, parce que le jugement est très très sévère. Un jugement robotique. Elisabeth, de 90 pages du tribunal de Béziers, comme si on n'avait vraiment pas autre chose à faire. Mais il a fait quelques bêtises. Voilà. Oui, alors il a été fait partout. Il a fait quelques tout autour de chez lui. Il a été marqué son territoire. On reprend vos propos parce qu'il s'agit de ça quand on est un chat. Il est sociable, il est tout roux, il est en chair, il fait 5 kilos, il s'appelle Rémi. Et parfois il est joyeux, il est libre, il est heureux. C'est un chat. Là, c'est l'avocat de la défense. Il a gâché un crépi en mettant dans le crépi. Alors, il gâche un crépi parce qu'il se fait les ongles sur un crépi. Et puis, il va uriner dans le jardin de la voisine. Et à un moment donné, vous avez un juge qui, en effet, est un peu robotique et qui dit 1 250 € d'amende. Moi, je note que c'est le premier chat de l'histoire de la Ve République
assigné à résidence. C'est un mauvais coucheur, le voisin, quand même. Mais surtout le voisin, la maison du voisin. Oui. Aller porter plainte. C'est quand même ce qui est dingue, c'est comment on ne résout pas le problème à l'amiable. Bien sûr. Il nous manque une justice de proximité et de médiation. Que les élus locaux, d'ailleurs, pourraient être. Ou que, dans un quartier, il pourrait y avoir un sage qui dise, écoutez, on va vous réunir autour d'un café, on va trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas de litige. Mais le vrai problème, vous l'avez signalé, c'est la justice. Elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de budget, il faut doubler le budget, etc. Et il passe du temps pour faire 90 pages. C'est ça. Mais moi, j'aimerais que le juge s'explique sur ça. Comment il a utilisé l'argent du contribuable pour rendre cette décision? À la limite, il a sûrement des arguments, le juge, pour dire le chat était coupable. C'est le fait d'avoir instruit ce dossier. Je vais vous dire un truc. Quand on lit le papier du Parisien, qui est excellent, et Pierre, dans l'oreillette, va me donner le nom du journaliste qui l'a écrit, quand on lit l'article, on n'est même pas sûr que ce soit Rémi qui divague, parce qu'il y a d'autres chats roux dans le quartier, et donc... Ça n'est peut-être pas Rémi. Christian Goutorbe. Mais 1250 €, c'est quand même considérable. Alors, elle a fait une erreur, elle n'a pas fait appel. En appel, sans doute, ça aurait été balayé. Oui. Là, ça dépend, si j'ai bien compris, du juge d'application des peines pour voir si on peut... l'assignation à résidence du chat, quoi. Non, mais la maison du monsieur est quand même mieux protégée que le Louvre. Parce qu'avec les caméras qu'il a mis... Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est ça aussi l'histoire. Non, mais c'est l'histoire. Il y a aussi cette histoire d'un voisin qui est visiblement assez parano, qui truffe sa maison de caméras, qui effectivement a apporté des pièces à conviction. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir juger sur pièce. Et en effet, il y a un gros charroux qui se balade et qui fait pipi. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Et qui fait ses griffes dans le crépi. Et qui fait ses griffes, et le crépi est abîmé. Il faut renvoyer les deux devant, effectivement, un médiateur, un maire, un autre voisin tierce personne. Mais vous vous souvenez, ça rappelle ce petit carton rouge qu'on avait adressé à des voisins d'une école qui avait sanctionné en fait une école parce que les enfants faisaient du bruit. Vous reconnaissez qu'on accepte ça que d'un chat. Vous l'accepteriez pas d'un chien. Vous auriez un chien qui viendrait chez vous, qui viendrait déterrer vos plans. Vous auriez déjà un petit peu plus de peur, vous seriez déjà un peu moins rassuré. Moi, je fais partie de ces 68% de Français, dans le dernier sondage Ipsos, qui considèrent leur animal de compagnie comme un membre de leur famille. Oui, mais enfin, si vous avez l'enfant de la famille d'à côté, toute la journée, vous pouvez vous plaindre auprès des parents. Si vous avez un animal, c'est la même chose. Je comprends la gêne, mais je ne comprends pas la judiciarisation de ce litige. Non, mais surtout, ça pose un problème. Je vais vous montrer Peter et Preston, que j'appelle mes fils. Voilà mes chats, et qui écoutent la radio aussi. Et ça, Anaïs Bouton. Ça mange bien à la maison. Et ça, Anaïs Bouton, mais il n'y a aucune balise de ma part. C'est votre point commun avec Marine Le Pen. Elle adore les chats. Elle adore les chats. Oui, je sais, elle est éleveuse. Elle est même allée chez Sébastien Lecornu avec une petite, avec la cage et le chat. Non, ça pose un problème. Ce genre de jurisprudence aussi, on va en finir là-dessus. Pardon les amis, mais quand même, le patron de la SPA dit que c'est un vrai problème, parce que lui, il a des foyers très engorgés. Il faut d'ailleurs prendre ses chats ou ses chiens dans des foyers de la SPA partout en France. Et il dit que si la justice commence à mettre des amendes sur la divulgation des animaux et en plus une astreinte de 30 € à chaque fois que le truc recommence, il dit c'est une catastrophe pour nous. Non, c'est un petit sujet, on fait un petit clin d'œil à Dominique, à Dodo et à Rémi. À Dodo qui dit que depuis le jugement, elle garde son chat Rémi à la maison. Il est très compliqué, il a pris du poids, il est devenu agressif. Rémi. Oui. Voilà. Il reste comme un mari, quoi. C'est nul. Il reste à la maison. Allez, on se quitte ce vendredi avec la rubrique « Il y a de l'espoir ». Alors, ça ne vous aura pas échappé, ce soir c'est Halloween. Est-ce que vous avez choisi votre déguisement autour de la table? Vous vous déguisez ou pas? Non, ça m'énerve, moi. Oui, ça vous énerve, vous aussi, Christophe? Oui, un petit peu. Oui, ça vous énerve. Mais c'est la fin. On s'amuse, c'est bien. Ouais. Alors, si vous voulez être tendance, vous optez pour un gilet jaune, une cagoule et une couronne. Vous le savez, ça? Cambrioleur du Louvre. D'Alexandra Durand, vous allez voir. It's my costume, like this. Il est partout sur les réseaux sociaux. C'est le déguisement tendance de cette année, cambrioleur du musée du Louvre. Petit gilet jaune, petite couronne, efficace. Les deux amis ont fait leur choix. Il faut maintenant trouver tous les accessoires. Je vous les mets à un endroit. Le gérant du magasin vient juste de recevoir de nouveaux faux bijoux.
Bonjour, mais je mets au costume. Après avoir cherché pendant plusieurs minutes, le choix se porte sur cette couronne. Sacre-moi. Je peux me voir? Ça me va bien? Super. J'ai l'air d'un voleur ou pas? Oui, exactement. Mais il manque encore l'essentiel, la cagoule. Démonstration. Aussi, je pourrais prendre la... Elisabeth, vous n'êtes pas super loin. Non, ouais, vous avez les couleurs. Non, mais vous le disiez, Elisabeth, en regardant ce sujet qui est quand même assez marrant. Ça a infusé dans nos esprits cette histoire du casse du Louvre. Comment... Oui, c'est inouï ce que ça a frappé les esprits. Je pense que c'est le bien commun. Le Louvre, c'est français. Et quand on dit qu'on n'a pas de rapport au pays, à la nation, le Louvre, ça représente complètement la France, avec la Joconde, qui était italienne et qui est devenue française, etc. Donc, je trouve ça très sympathique d'une certaine façon, parce que les costumes d'Halloween à l'américaine, ça m'inspire rien, mais qu'on récupère le casse du Louvre pour fêter Halloween, ça, je trouve ça marrant. On a francisé Halloween. Halloween, c'est la fin. Vous savez, Christophe, c'est la théorie de Jérôme Fourquet, c'est la déchristianisation. Quand on était petits, nous... Enfin, vous pourriez être mon grand-père, Christophe. Oui. Et on fêtait pas Halloween, non, bien sûr. Mais c'est incroyable. Si c'est né en Europe, dans l'Europe profonde médiévale, cette peur. C'est quoi, c'est irlandais, c'est ça? C'est irlandais, c'est parti aux États-Unis, ça revient par le consumérisme américain, bien entendu. C'est l'occasion de faire des achats, de vendre des cadeaux. Quelques semaines avant le Black Friday, encore une invention terrible des Américains qui nous ont envoyé pour faire chauffer. Coïncide avec Thanksgiving et la dinde qu'on partage en fin de novembre aux États-Unis. Non, c'est pas encore venu. Ça bloque parce que Noël résiste. Voilà, leur pas de famille, c'est Noël, c'est pas Thanksgiving. On pourrait plus dire Noël. Voilà. Mais Halloween, il y a eu un pic, puis ça s'est tassé un petit peu, la ferveur d'Halloween. Néanmoins, c'est vrai qu'on vit une période quand même très angoissante. Donc les occasions de faire la fête en détournant les mauvaises nouvelles pour en faire des raisons de rire, c'est bien que les Français s'en saisissent. Vous avez fêté Halloween tous les deux là dans votre jeunesse? Moi j'appelle ça la Toussaint. Je vais me rendre, c'est peut-être un peu plus lugubre au cimetière, rendre hommage à ses aïeux, mais superposé. Mais regardez, c'est ça que je fête. Ce matin il y a des articles pour dire que la fête des morts à la mexicaine commence à faire des émules aussi avec dans des mariachis et des costumes hyper colorés. C'est une façon de désangoisser en fait les vivants, désexorciser, c'est-à-dire, mais à l'endroit de la mort, quoi, en effet. On s'éloigne des codes de la chrétienté. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Jérôme Fourquet. C'est-à-dire, c'est une France. Je sais pas, parce qu'Halloween, c'est la célébration de tous les saints, et c'est aussi une bifurcation qu'empruntent les Anglo-Saxons à propos de ce que nous on appelle la Toussaint, qui est une fête chrétienne en particulier, quoi. Bon, joyeux Halloween à tous quand même. Déguisez votre chat. Ouais, voilà. Ah non, mes chats, mes fils. Faut les déguiser, c'est Halloween. C'est ça, Peter et Preston déguisés en Rémi. En Rémi, voilà. Merci à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à 9h du matin.